parce qu'il est tard et parce que la plupart des choses sont déjà dites. Je ne veux pas rappeler toutes les lois et toutes les étapes de l'affranchissement. Je veux vous montrer au début une photo que je l'ai faite au monastère Kozia. C'est une tête d'esclave rond. C'est une sculpture à l'intérieur d'une fontaine qui se trouve devant le monastère. Et je trouvais le texte, qui rappelait cette figure. C'est un texte écrit en XVIIe siècle, au milieu du XVIIe. La fontaine, la figure date de 1511. C'est le moment qu'ils ont construit la fontaine. Ils sont 4 têtes à l'intérieur. Le tête d'un prince roumain, le tête d'un turc musulman. On peut laisser la lumière. Hein, et le tête d'un soldat hongrois et le tête d'un esclave. Donc, pour le moment, c'est la seule figure d'esclave qu'on a en Roumanie. Quand la fontaine est pleine, la tête disparaît. C'est une fontaine où les visiteurs mettent d'argent et posent. Je veux mettre en discussion les règlements organiques de 1831 pour la Muntenie, les changements de la société valaque et moldave qui faisaient possible l'abolition de l'esclavage ont commencé avec les règlements organiques. L'article 95 du règlement effaçait les différences entre les tziganes de l'État, les esclaves de l'État et les paysans corvéanes. Et je cite, les tziganes de l'État paieront tous les impôts de la même façon que tous les autres paysans corvéanes sur les domaines où ils seront établis. Ceux qui n'ont pas un domicile stable, qui habitent dans l'Athènes, ne seront pas libres de s'établir sur un domaine sans l'accord du propriétaire, parce que de cette manière, ils seront obligés de se sédentariser. Projet, en fait, ce sont les premières méthodes d'établir les nomades dans les villages du pays. Les sédentaires paieront des impôts comme les paysans, et les nomades paieront des impôts un peu élevés pour les déterminer s'établir. Projet signé et adopté en 28 avril 1831. Sur le rapport du conseil administratif en date de 13 octobre 31, le projet relatif à un nouveau mode de répartition des impôts sur les bohémiens de l'État était présenté à l'Assemblée générale ordinaire. Et cet article 95 légifère à chaque 7 ans un recensement cartographié de tous les bohémiens de l'État, les tziganes orpailleurs étant, donc ce sont les chercheurs d'or, étant différents parce qu'ils doivent payer chacun 50 lei par an, en tant que les autres doivent payer 30 lei chaque année. Et ce sont d'autres choses, d'autres différences sur certaines catégories de tziganes. La section 2 est consacrée à la perception
et à l'emploi de la contribution des Roms d'État. Les articles 12 et 13 traitent l'achat éventuel des Roms au profit de l'État. Et je cite l'article 12, toute somme restant après la dépense faite par les votages, dépenses s'élevant à 4 lei pour un orpailleur et à 2 pour les Roms des autres catégories, ne sera employé strictement qu'à l'achat des Roms dans le but d'en augmenter graduellement le nombre au profit de l'État. Parce que c'était plus profitable pour l'État d'avoir des Roms qui payaient des impôts comme tous les autres citoyens que d'avoir des esclaves qui ne payent rien et qui doivent travailler sur le domaine de l'État. Pour atteindre ce but, les bornes de prison, c'est le chef c'est l'officier de l'État qui devrait surveiller tous les tziganes de l'État, le bornes de prison, devra insister énergiquement chaque fois qu'il apprendra ou qu'il devinera qu'une bande de Roms, soit sédentaire, soit nomade, va avoir lieu pour que ces Roms lui soient vendus et il les inscrira aussitôt le marché conclu au nombre de Roms contribuables à l'État. C'est l'article 13. Je veux passer maintenant à la loi du 22 mars 1843, c'est le décret numéro 233. Par cette loi, tous ceux qui paient l'impôt de l'administration de la Vornicia des prisons, ce sont les Roms de l'État, ont passé sous l'administration des préfets des districts, mesure par laquelle ils ont été affranchis de l'esclavage et rangés dans la catégorie des Roumains soumis à l'impôt personnel. Et le premier article, tous les Roms contribuables qui se trouvent actuellement sous l'administration de la direction Vornicia des prisons passent directement sur celle du préfet à partir du premier jour du trimestre au cours duquel ce projet aura acquis force de loi dans les mêmes conditions où il se trouve sous celle de la direction des prisons, c'est-à-dire qu'ils continueront à être soumis à la capitation fixée par les articles 5 et 6 de la loi de 32. Cette capitation sera perçue par le sous-préfet gérant les arrondissements et par les subordonnés jusqu'au début de la 4e période du prochain recensement. Si jusque-là, ils appellent que leur sort s'est amélioré et qu'ils ont cessé d'être nomades. Comme par la suite de cette mesure, il résulte chaque année une économie de 47 600 lei au profit de la caisse de réserve, il aura lieu d'ajouter à la somme des fonds constitués pour les rachats de Roms la capitation qu'ils payent actuellement est de 23 800 lei pour qui seront prises dans la caisse du Trésor et qui représentent la moitié de la somme économisée. Le département des affaires de l'intérieur a donné en 28 août 1943 quelques dispositifs relatifs à l'établissement de Roms vagabonds appartenant à des propriétaires. Ainsi, attendu que, je cite, attendu qu'un nombre de Roms appartenant à des particuliers mènent une vie errante et vagabonde, qu'ils changent continuellement leur temps de place et ne possèdent aucun domicile connu, le gouvernement, pour arriver à exécuter la disposition prise en vue de l'établissement général de cette catégorie d'individus, prévit par la présente publication tous les propriétaires des Roms de cette principauté qu'ils devront prendre dans le délai de 18 mois à partir d'aujourd'hui
les mesures nécessaires pour établir les dits roms sur leur terre ou sur d'autres propriétés et pour les fixer d'une façon stable dans des maisons, à l'exemple des autres habitants. Dans le cas où le terme de 18 mois est coulé, il se trouvait des roms errants. Dans l'attendu de cette principauté, le gouvernement prendrait des mesures pour leur établissement sans tenir compte d'aucune considération. L'abolition de l'esclavage pour les roms de l'Église s'est passé on a attendu déjà ça en 1947. Et par cette loi, l'esclavage, ils seront affranchis tous les roms de la Sainte Métropole, des évêchés, de tous les monastères, couvents, églises, de tous les établissements publics sans distinction, compris dans sa principauté. Ce que je veux donner de nouveau, c'est le nombre de cette famille. Comme le nombre des monastères était considérable à l'époque, elle s'enlevant à 103 monastères, églises avec 11 445 familles, des esclaves roms. Les plus nombreuses sont les esclaves du monastère Kozia, c'est la troisième monastère du pays, qui a bénéficié d'une considérable donation de 300 familles en 1388. Donc, les esclaves du monastère Kozia comptent 2088 familles à l'époque. 2088 familles. De plus, le district Prahova avait 8870 individus roms, étant le premier à ce point. La somme de tous ces individus roms, anciens esclaves des monastères, dans le district de Munteni était de 47 245 personnes. Vivant, on a déjà dit, en 11 446 familles. Une famille ayant en moyenne 4,12 personnes. Le projet de loi a été voté à l'unanimité, le 11 février 1947. Vous acquérez, en votant cette loi, disait le prince en s'adressant à la Chambre, un des droits les plus puissants à la reconnaissance de l'humanité de la postérité. La séance du 11 février 1947 fera époque, dit le prince, dans les annales historiques de notre patrie. Par contre, cette séance est oubliée totalement. Dernier point que je veux toucher, c'est la loi de l'affranchissement de 48. L'article 14 du programme de la Révolution de 48 proclamait l'abolition de l'esclavage des Tziganes par une indemnité. Dans l'esprit de l'époque, les révolutionnaires ont déclaré dans la proclamation révolutionnaire du 11 juin, le peuple roumain rompt avec l'inhumanité et la déshonneur d'avoir d'esclaves et il proclame la liberté des Tziganes des particuliers. Ceux qui ont souffert jusqu'au présent la honte d'avoir d'esclaves sont pardonnés par le peuple roumain et
la bonne mère patrie dédommagera de son trésor, chacun réclamera son préjudice qui vient de ce fait chrétien. Les esclaves roms se rassemblaient autour de la statue de la liberté, statue à libertății. Pour ceux qui connaissent le Bucarest, c'était sur le dealul Filaret. La colline de La colline de Filaret, c'est au milieu du Bucarest. Et en place de la cour administrative, attendant l'affranchissement annoncé par les révolutionnaires. En fait, attendant de recevoir le billet de libération. C'est un petit billet, quelques lignes qui disent le nom. Mais il était affiché à la mairie hier. Il est affiché. On a fait une reproduction. Ah oui, oui. Voilà. À l'expression à la mairie pour l'ouverture. J'ai trouvé ces billets. C'est le billet fourni par le gouvernement, mais je n'ai pas trouvé encore des billets donnés avec les noms. Il est vierge. Il y en a un qui est affiché à l'entrée de la librairie aussi. Donc, attendant l'affranchissement annoncé par les révolutionnaires, dans la date de 26 juin 1948, le gouvernement provisoire révolutionnaire décrétait la libération des esclaves particuliers à partir du 10 juillet. Pour leur affranchissement, le gouvernement avait chargé une commission sous la direction de Cezar Boliac. Jusqu'à la date de 10 août, la commission avait donné presque 20 000 billets de libération, billets de Slobozeni. J'ai le document ici. Peut-être monsieur le professeur Curtiade va traduire quelques lignes que j'ai soulignées. Je veux ajouter encore une phrase. L'affranchissement fut une initiative de quelques personnes éclairées, y compris les souverains. Les documents de l'époque nous montrent que la majorité des propriétaires n'ont pas été conscients de la nécessité du réforme. Ils étaient contre cette réforme. Ils ne souhaitent pas libérer les esclaves et sont très insistants à récupérer le dédommagement. Oui, On en avait venir une quantité de tziganes, aussi bien de la capitale que des différents Judètes, dans les différentes régions, réclamant, selon le décret de l'honorable gouvernement du 26 juin, et qu'il a été décidé qu'il soit libéré le 10 du mois suivant, mais leur possesseur les tiennent malgré tout en esclavage par force. Et le deuxième passage qui est souligné, que les cigarettes concernées par le décret indiqué ci-dessus de l'honorable gouvernement sont tous malgré tout libres à partir du 10 du mois suivant, donc du mois de juillet. Et effectivement, le billet qui est affiché porte comme mois juillet 48. Et vous avez autre chose? Oui, je veux dire. Moi, je Donc, un grand nombre des tziganes libérés, selon les lois de notre sainte constitution d'aujourd'hui, se présentent avec des plaintes à la police contre leurs anciens maîtres qui, après les libérations, ne les ont pas effectivement rendus libres, ne leur ont pas laissé leurs vêtements, les laissant simplement en chemise, en faisant
affranchis, les ci-dessus nommés affranchis font des milliers de demandes pour récupérer les vêtements qui ont été arrêtés, qui ont été bloqués, qu'on leur donne en retour, car ils n'ont pas la possibilité de se présenter ainsi nus comme ils sont aux anciens maîtres. Merci. Vous êtes sûr que c'est les 400 ans? C'est pas. Pardon? C'est pas. Vous êtes sûr que c'est un texte qui est très ancien? C'est pas la description d'une expulsion de terrain Rome actuellement en France? Parce que les Roms laissés sans vêtements, ne pouvant pas récupérer leurs affaires, Oui, moi j'ai ça vu fait ça penser, très souvent. Je vous en parlerai tout à l'heure. Laissés pieds nus et sans chemise, parce que la police. Ils avaient la chemise. Encore une petite chose, c'est le... Oh, mais là, c'est trop petit pour mes yeux. Je ne vois pas. C'est le préfet du district d'Olch qui, étant arrivé dans la ville Craiova, il décrit l'état des choses qu'il a Oui, il trouvé dit là. que les affranchis, c'est avec l'absence de lumière, ça c'est pas. Les affranchis qui ont prétendu leur liberté de plusieurs fois, l'affranchi qui était leur droit en fait, et leur maître, non, je peux pas faire cette traduction, mais l'idée c'est que le nouveau préfet a trouvé les choses dans un grand désordre et partout dans les cours des propriétaires, il a écouté des cris de ces émancipés care erau băgați din nou în fiare și sufereau bătăi. Qui était à nouveau mis en fer, qui était à nouveau enchaîné et combattait. Chiar și în poliție am găsit emancipați osândiți. Et même j'ai trouvé à la police des affranchis qui avaient été condamnés. Pentru că nu vroiau a reprimi jugul de care scăpaseră. Ils ne voulaient pas réprimer le joug dont ils retrouvaient le joug dont ils avaient été lâchés, ils avaient été libérés. Il y a plusieurs documents qui parlent de l'atmosphère, de l'état des choses, même après le décret de l'affranchissement. J'ai trouvé d'autres documents qui disent que des lettres de propriétaires et des lettres de fonctionnaires qui disent voilà, depuis 2 mois on a réussi de cacher en fait c'est pas ça le mot cacher, de ne pas dire les nouvelles, donc, de ne pas faire connu l'affranchissement à nos Roms, à nos esclaves dans notre district, mais on ne pourra pas garder ces secrets pour plusieurs temps. Et ils sont aussi d'autres documents qui parlent que les esclaves, les tziganes, ont été utilisés comme une masse de manœuvre, de pression, ils ont été enarmați. Désarmés. Mis en armés. Armés par certains tortionnaires pour constituer une pression dans divers secteurs sur divers propriétaires, sur divers loyers. Mais les choses restent encore très peu connues sur le moment de 48 roumain. Je ne veux pas toucher d'autres moments. Si vous avez des questions, je
J'ai une question, je voulais savoir comment ce gouvernement est arrivé au pouvoir, parce que vous parlez de gouvernement révolutionnaire. Est-ce que ça a été élu ou est-ce que... Non, c'était pas élu, c'est un gouvernement révolutionnaire, c'est Ils ont arrive fait toujours au pouvoir par coup d'État. un coup d'État. Donc ils n'étaient pas du tout soutenus par les boyards, c'est ça? Ils étaient soutenus par la fraction des boyards éclairés, pas par les conservateurs qui ont perdu leurs esclaves. C'est un véritable enjeu en 1948. C'est un véritable enjeu entre un grand nombre de boyards qui étaient éclairés et qui avaient manifesté déjà par acte depuis 1944, même avant, mais surtout depuis 1944. Et puis les autres, les conservateurs, c'était vraiment comme dirait Chirac, une fracture dans la société. Je vais vous montrer encore un document, simplement comme une pose, comme une photo. L'année 1847, 8 avril, Delle, ça, je ne peux pas le traduire, Delle, pour le recensement des tziganes affranchis, émancipés du monastère Văcărești. Donc, c'est de la correspondance et après on a les listes, les familles, leur âge, leur état de santé. Donc, j'ai trouvé par exemple ce dossier, ce document, dans les archives de Bucarest. Tous les dossiers ont une liste d'utilisation où il faut écrire quel chercheur a travaillé sur ce dossier, mais c'était vide la liste, comme la plupart des dossiers qui concernent les Roms. La chose le plus difficile, c'est de lire, parce que c'est un alphabet cyrillique écrit à la main. Chacun écrit semble pas avec l'autre, chacun écriture. Quand est-ce que l'alphabet latin a été adopté? À partir des années 60. 1860. Jusqu'au 62, on a encore des documents en latin et en cyrillique ou en alphabet de transition en fait. La loi pour l'abolition de l'esclavage en Monténie de 1956 est écrit aussi en alphabet de transition qui mélange les lettres cyrilliques avec les lettres latines. Mais c'est plus simple de lire. Même l'alphabet de transition a beaucoup plus de cyrillique que de latin. Oui, j'avais une question, ça a peut-être été dit, je m'en excuse, mais je voulais savoir s'il y avait une estimation de fait de la population au moment de l'affranchissement, enfin, de la population concernée. Est-ce qu'on a une estimation approximative? Pour les Roms, les esclaves de l'Église? Non, mais en général, non. En général? Non. Global, oui. Pour tout le pays? Oui, enfin pour les deux États esclavagistes, quoi. Non. Je ne peux pas dire exactement. Je peux, oui, la population rome comptait, Cogaliciano disait 400 000. D'autres sources, en fait des sources documentaires, comptent pour les deux pays 250 000 Roms. Parce que les Roms de l'Église pour la Monténie, on a vu 47 000 quelques centaines. Les Roms, les esclaves de l'État, à peu près la même somme. Et ceux des particuliers, en 1948, ils ont donné 20 000 billets de libération, mais
Oui, ça correspond pas. Dès le début, hein, c'était. Oui. D'après le récit, on a donné 20 000, mais c'était pas fini. Le processus n'était pas fini. C'était des billets individuels ou Ah, des oui, billets individuels? Et ah oui, à partir de quel âge pas pour un bébé peut-être, non, je ne sais pas. On ne sait pas. Je ne peux pas dire. Ouais. Je peux pas dire. Donc, la population de la Roumanie, oui, en fait, ils sont des estimations. À l'époque, le nombre de Tziganes était 7,5% de la population totale. Ah. 7,5. Oui, et par exemple, les enfants qui étaient issus des viols par les boyards, donc des femmes roms, qu'advenait-il d'eux? Est-ce qu'ils restaient esclaves? Est-ce que les boyards se les appropriaient? Parce que je suppose, comme tout seigneur, comme au Moyen-Âge, il y a sûrement des chefs qui abusaient des... Les abuser sur leurs esclaves. Oui, des femmes esclaves. La loi disait, mais pas pour les abuser, pour les femmes qui sont presque les femmes du boyard, Les concubines. les concubins, oui. À la mort du boyard, les concubins seront libres. En cas de viol, non, en cas de prostitution, quand un maître donne ces femmes esclaves pour se prostituer, les oblige à se prostituer, et ça c'est prouvé, il devrait les libérer et aussi les donner des biens, des Ah oui, comme une dot. comme une dot. Donc, sous la peine de prison. Mais pour les viols, c'est toutes les choses régulièrement passées. Et les enfants, Les enfants, c'est ça, madame. les enfants, qu'est-ce qu'on en disait? Ils étaient esclaves après Toujours. Un enfant de mère esclave était esclave. Quel que soit le père. Aujourd'hui, on considère une fille de 16 ans comme enfant, mais à l'époque, elle était vendue pour le plaisir de son maître, parce qu'elle était belle. Ils sont des documents comme ça. Il peut y avoir un affranchissement spécifique et individuel. C'est différent. Ils sont des cas d'affranchissement individuel à cause d'un service très très long pour son maître, et parce que la femme était vieille, on l'affranchit. Donc, des testaments aussi d'affranchissement. Ah, monsieur le professeur Sarao n'étant pas là, il n'a pas pu venir. Il a envoyé Il a envoyé un texte que un vous texte verrez, pour lire cet après-midi. on lira cet après-midi. Je suis désolée, mais madame Tatiana Sirbo, qui avait des choses très intéressantes à nous dire Oui, oui. sur la Moldavie, n'a pas pu venir de Chisinau, n'a pas pu avoir son visa, malgré nos efforts réitérés. J'ai invité, j'ai dû aller 4 fois à la mairie, 3 fois chez mon notaire où on me demandait si mon appartement, qui est était assez grand. carré dans le 4e arrondissement, avait bien une salle de bain. Il a fallu que le notaire l'écrive et le certifie, donc 4 fois chez lui, pour avoir une demande, qu'elle puisse avoir sa demande de visa. Malgré nos efforts, elle n'est pas venue. Je m'excuse, je veux reprendre la parole pour vous donner encore un élément que j'ai oublié. Après la fin de la révolution de 1948, l'esclavage était rétabli, sauf les propriétaires qui ont libéré leurs esclaves sans être remboursés. Ces esclaves ont resté libres désormais. Donc les autres sont rentrés au service de leur maître. Alors le maître, il avait touché de l'argent et il reprenait ses esclaves. Ah, c'était pas bien. Et jusqu'à quand ça?
Mais justement, entre 55 et 56, c'est pour Ah ça oui, qu'on a le d'accord. 150e anniversaire. Ah oui. Pas de dommages d'intérêt aux esclaves, ça. Que faisons-nous? Faisons-nous une pause? Donnons-nous la parole au professeur? Il y a peut-être cet après-midi, on a tout l'après-midi encore. Ah oui, certainement. Mais Je pense qu'on aille manger. une bonne idée. Bon, Et puis pour ceux qui sont absents, qui n'ont pas pu lire, ils ont envoyé des résumés, tout comme ça on peut les lire à l'entrée. On se retrouve en attendant. Monsieur Gheorghe Sarău est en roumain. Martial Manuel. Oui, on peut le lire en roumain. Je veux dire en roumain. Bun. În contextul emancipării robilor, au existat și unele inițiative personale sau instituționale, se pasia de... Bon, je vais le dire donc. En roumain, donc, inițiative personale sau instituționale ce au permis legiferărilor finale, cele din anii 1855 și 1856, despre care tocmai am fost vorba. Cele mai importante datează din anul 1714, când domnitorul Nicolae Mavrocordac a desfințat în Moldova dăjdiile și din 1766, când domnitorul Moldovei Grigore al III-lea Ghica a emis o anaforă pentru eliberarea robilor. În aceeași perioadă, în țara românească, Constantin Mavrocordac, tot printr-o anaforă domnească, acordă dreptul de a nu mai fi despărțiți robii, copiii de părinți, ori soții între ei. Astfel de gesturi de generozitate aveau să producă până spre anul 1843, când în țara românească se adoptă prima lege ce avea să contribuie, deși în mică măsură, la dezrobirea robilor romi. Dacă în mai toate țările Europei de vest, încă de la primele apariții ale boienienilor, romilor, au fost emise legi drastice prin care li se interzicea romilor popasul îndelungat în localitățile de pe teritoriul lor, în principatele române, romii au fost acceptați și ținuți într-o îndelungă și rușinoasă cursă a robiei, aproape o jumătate de milen. Această segregare umană avea să fie înlăturată definitiv abia la jumătatea secolului XIX, printr-o serie de acte normative succesive, adoptate cu multă inerție, deși, așa cum s-a arătat mai sus, existaseră și unele manifestări de generozitate în acest spirit. Astfel, în țara românească au fost adoptate întâia lege promulgată de domnitorul Gheorghe Iliescu, la data de 22 martie 1943, ce privea, citez, desfințarea dacnicilor, sub administrației temitelor și trecerea lor sub administrația mirilor de judecători, prin care se ștergea robia unui număr mic de robi. În Moldova a fost adoptată la data de 31 ianuarie 1944, la propunerea domnitorului Mihai Grigore Stâlța, legea privind, citez, regularizarea țiganilor mitropoliei, a episcopilor și mănăstirilor în deopște, ceea ce făcea ca robii mănăstirești, duhovnicești, între ghilimele evident, ce aparțineau așezămintelor monastice și bisericii să fie libere și, de asemenea, legea prin care robii domnești ai statului nomazi sedentari deveneau și ei liberi. Și în țara românească se procedează la data de 11 februarie 1847, tot în vremea domnitorului Gheorghe Iliescu, la adoptarea legii de emancipare a robilor ce aparțineau așezămintelor publice, bisericilor, mănăstirilor, episcopiilor, mitropoliți. Aceste legi, cât și articolul 14 din Proclamația Revoluției din țara românească de la 11 iunie 48, ce prevedea dezrobirea și despăgubirea romilor, articolul neaplicat, nu rezolvau însă pe de-a întregul problema emancipării, deoarece mulți robi cei boierești particulari rămâneau în continuare în stare de sclavie, care avea să fie eradicată abia după runda următoare de legi. Prin urmare, în Moldova, domnitorul Gheorghe Alexandru Ghica se adresa la data de 28 noiembrie, după stilul 90 decembrie 1855, sfatului administrativ pentru a sublinia necesitatea eradicării robiei romilor, propunând elaborarea unui proiect de lege în acest scop. Legea ce avea la bază proiectul conceput de Mihai Copănicianu și de Petre Mavroche a fost votată la data de 10-22 decembrie 1955 de către Divanul Obștesc ca legiuire pentru desfințarea sclăviei, regularea despăgubirii și trecerea emancipațiilor la dară. În țara românească, în mod similar, domnitorul Barbu Dimitrie Știrbei a promulgat la 8, respectiv per 20 februarie 1956, legiuirea pentru emanciparea tuturor țiganilor din
participat od țării românești. Ça, c'est le texte de M. Sarau. Le deuxième. Et que vous aurez aussi en écrit, bien sûr, et ici le texte complet. Ça, c'est juste un résumé, je l'avais envoyé. Mais bon, en raison du changement de date du colloque, il aurait été libre le 20 février et pas maintenant. Le deuxième texte, c'est le texte de Tatiana Selvo. Vous avez peut-être une traduction dans une autre langue pour les gens qui ne parlent pas Là, c'est en français. Le deuxième, le premier, c'est sur les affranchissements précoces, donc une série de trucs qui ont été pris les mesures qui ont été prises par les Mavrocorda pour améliorer la situation des Roms. Et ensuite, il est temps à montrer comment on n'a pas attendu 48, mais à partir de 43, 44, donc la partie, c'est presque un catalogue des différentes émancipations au niveau des monastères, des choses comme ça. Et j'ai tilté sur le mot despegubire parce que ça m'a fait penser que c'était le dédommagement. C'est un des sujets qui fait que certaines autorités ont peur de parler de ça. Ils ont peur qu'il y ait des demandes de dédommagement, comme c'est tout à fait à la mode aujourd'hui de demander des dédommagements. Sparte est prête à demander à Athènes des dédommagements pour les guerres du Péloponnèse. Donc on peut avoir peur que... Mais c'est pas de la plaisanterie. Hein. À qui c'est quand ont été signées les guerres la paix concluant les guerres du Péloponnèse? Moins 200, quelque chose comme ça. 1994. Ah. Il y a 12 ans, la mairie d'Athènes et la mairie de Sparte se sont réunis pour signer la paix des guerres du Péloponnèse. Alors qu'ils s'étaient entretués, Oui, mais ce n'était pas une plaisanterie, c'était pour renforcer l'esprit hellénique au sein de la nation grecque qui a tendance à s'abattardir avec tous ces Albanais, tous ces Roms, tous ces Turcs, mais même des Américains maintenant qui viennent. Mais oui, non, mais c'est pas un gag. Hein. Et ça a été fêté avec beaucoup de faste. C'est vrai que pour les cas d'identité, ils ont insisté à un certain moment d'introduire la religion. Oui. Ça va faire, pas vite. Ça sera l'ADN bientôt. Bon. Alors le deuxième texte, toujours un résumé, appartient à Tatiana Selvo. Et il s'appelle le processus de changement du statut des Roms de Bessarabie au XIXe siècle. Historienne moldave. Historien, stagiaire scientifique, Académie des sciences de la Moldavie. Il n'a pas pu avoir son visa malgré notre obstination qui a duré à peu près 2 mois. Nous avons, M. Chastel et moi, œuvré vraiment. Quelquefois à la vie. Donc j'essaierai de faire une petite réflexion concernant les Roms de Bessarabie à partir de la phrase ci-dessus. Voilà. La présence de l'absent et l'imposture de la présence au nom et à la place de l'autre semblent proches. Pourtant, elles diffèrent radicalement. C'est la phrase qui est le manteau de ce petit texte. Donc, c'est-à-dire la présence de l'absent en ce qui concerne la situation actuelle des Roms et l'imposture de la présence par rapport à la socialisation des Roms. À mon avis, il est très intéressant de reconstruire historiquement l'image des Roms. De cette manière, nous pourrions comprendre leur situation actuelle et les brèches dans la socialisation des Roms. Comme on le sait, les Roms relèvent actuellement beaucoup de problèmes dans la société de la République de Moldavie, et surtout des problèmes d'ordre social. Une première explication réside dans la façon concrète de réaliser l'émancipation des Roms de Bessarabie au milieu du XIXe siècle. Étant donné les conditions sociopolitiques du temps, la législation d'émancipation se résumait à l'aspect juridique et partiellement aux aspects économiques et sociaux de cette population. L'affranchissement des Roms ne supposait pas la mise en possession des terres. C'est pourquoi une bonne partie des Roms n'a pas été intégrée aux communautés rurales. De surcroît, la politique, entre guillemets, d'évivage rom a été élaborée au début du XIXe siècle, c'est-à-dire la ségrégation des Roms par rapport aux autres.
Ainsi, cette politique a été appliquée en 1839 quand les villages Caïr et Pharaonovka ont été créés pour les Roms, dits nomades, dans le but d'être sédentarisés. Un siècle après, la même politique des villages roms a été appliquée à nouveau pendant le gouvernement Antonescu, avec la déportation en Transnistrie des Roms de toute origine. Mais les villages roms créés par le gouvernement Antonescu ont été très différents par rapport aux villages roms du XIXe siècle. Pourtant, en Bessarabie, qui est la même chose avec la République de Moldavie, la relation entre les autres, c'est-à-dire la population majoritaire, les Gadjés et les Roms, a un caractère spécifique. Pendant le XIXe siècle, quand la Bessarabie a été partie intégrante de la Russie, les Moldaves alphabétisés formaient un tour par rapport aux Roms qui n'étaient pas alphabétisés. Cette relation spécifique, on peut la saisir aussi sur les images du XIXe siècle. Ainsi, l'autorité russe de la Bessarabie a eu une attitude similaire pour les Moldaves comme pour les Roms. C'est probablement pour cette raison que le poème de Pouchkine, Les Tziganes, a créé l'image qu'en Bessarabie, la population majoritaire est constituée par les Roms. Dans ce poème, l'auteur mentionne dans le poème vivant ces pèlerinages en Bessarabie de les Roms. Un autre aspect est constitué par les noms péjoratifs donnés aux Roms par les non-Roms. Dans ce contexte, je veux donner un seul exemple, à savoir le nom péjoratif Tchoara, cornel, donné aux Roms par les Gadjés, vient de l'expression Sion Koro, Choro, je suis pauvre. Chaque fois que les Roms mendiaient, ils disaient Sion Choro. Peut-être c'est une hypothèse du passé qui devient une affirmation du présent. Selon les documents législatifs, c'est le syntaxe du Moyen-Âge, le propriétaire du tzigane peut aussi vendre et donner le tzigane en dot. Il peut donner en dot seulement les Roms et les animaux. Dans le statut de la province de Bessarabie, les Roms constituaient la 8e catégorie sociale avant les Juifs, qui formaient la 9e catégorie et la dernière. Ces catégories n'avaient aucun droit. Dans les rapports hebdomadaires du ministère de l'Intérieur du gouvernement Antonescu, figurait toujours la proposition les Roms et vagabonds. C'est ainsi que les Roms sont devenus probablement le groupe marginal par excellence de la société à cause de leur statut historique, entre guillemets.